Un nouveau jour, une nouvelle conférence publique, un public toujours aussi nombreux. Les téléspectateurs et les internautes qui suivent depuis le lancement de cette 11e édition du Salon de l'Action gouvernementale, ces échanges avec les autorités publiques, parapubliques et privées de notre pays autour de la problématique centrale soulevée dans le cadre de cette édition du SAGO. Ce jour encore, mesdames, messieurs, on va parler d'une thématique qui reste en droite ligne des objectifs de modernisation de l'administration publique dans notre pays. Le thème de nos échanges porte sur la normalisation de la qualité du service rendu aux usagers, vitrine de la modernisation de l'administration publique camerounaise. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue au Palais Polyvalent des Sports. C'est une thématique transversale qui va mettre en scène tout à l'heure les représentants de plusieurs administrations. Vous aurez tout naturellement le ministère de la fonction publique et la réforme administrative dont la voix sera portée ce jour par le secrétariat permanent à la réforme. Vous aurez également des intervenants de la délégation générale à la Sûreté nationale et on est très fiers justement, on dira merci à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale qui participe à cet esprit de communication et de transparence. Vous aurez également les responsables du ministère des Affaires sociales, peut-être aussi du ministère des Travaux publics. Tout cela sera coordonné par une haute personnalité. Il est directeur général de l'Institut supérieur de management public qui aura la belle responsabilité d'introduire les uns après les autres les intervenants retenus autour de cette thématique. Le décor est planté juste derrière cette page publicitaire. On va vous présenter les visages et les rôles de ceux qui vont intervenir tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Sa fierté, son fighting spirit et son savoir-faire. Le Cameroun est une grande nation, où la diversité économique est un modèle et une force, où l'on peut investir dans quasiment tous les secteurs de l'économie. Venez découvrir l'Afrique en miniature. Venez investir avec nous. Bienvenue au Cameroun. Après, naturellement, les interventions des uns et des autres, la dernière partie de ces échanges sera consacrée justement aux échanges, la phase de questions-réponses. Le public est déjà armé de stylos et de calepins pour noter toutes les zones d'ombre et ce public procédera à quelques questions tout à l'heure. Autant d'introduire justement le principal modérateur de cette conférence, monsieur le directeur général de l'ISMP, monsieur Edwards Mokwe. Il est parfaitement bilingue. Good morning. Good morning. Thank you for the introduction that you've already made, as far as this activity of today is concerned. So we are here today for the third panel of this activity of SAGO 22 that is taking place at this Palais des Sports. Je vous remercie. Bon, je voudrais d'emblée, n'est-ce pas, vous dire que nous sommes ici, n'est-ce pas, pour ce troisième panel sur le thème « La normalisation de qualité des services rendus aux usagers, vitrine, la modernisation de l'administration publique camerounaise ». C'est un sujet très intéressant parce que les différents intervenants vont vous édifier sur ce que l'administration fait pour que le service public soit vraiment accessible. Et je pense qu'après, n'est-ce pas, tous ces échanges, vous aurez bien d'informations qui vous permettra, n'est-ce pas, d'accéder au service public parce que le MINFOPRA est là, n'est-ce pas, pour essayer de temps en temps de moderniser, n'est-ce pas, notre administration. Donc, sans perdre de temps d'emblée, nous allons vraiment entamer le sujet. Je sais que nous sommes ici avec les hauts responsables des administrations qui sont chevronnés, qui vont nous édifier, n'est-ce pas, sur les différents sujets. Mais avant d'y arriver, bon, je voudrais dire que nous avons dans cette activité, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, n'est-ce pas, deux choses. D'abord, il y a l'objectif général, n'est-ce pas,
cette présentation et des exercices spécifiques. Je ne veux pas entrer, n'est-ce pas, dans les détails parce que les intervenants, n'est-ce pas, vont vous tout donner. Donc, je ne veux pas vous dévoiler, n'est-ce pas, ce qu'ils ont à dire. Nous allons commencer avec M. Djagadik Yves-Alain, qui est l'OSPRA au MINFOPRA. Il va aborder, n'est-ce pas, le premier sujet. Donc, M. Djagadik, je vous passe la parole. L'OSPRA qui est le secrétariat permanent à la réforme administrative, le secrétariat permanent à la réforme administrative. Monsieur Djagadik, vous avez la parole, comme on l'a dit. Merci beaucoup, Jean-Jacques Zé. Thank you very much, Mr. Mokwe, General Manager of ISMP. Nous avons à vous présenter dans le cadre de cette troisième conférence thématique du SAGO une réforme qui a été conduite dans le but d'humaniser l'accueil dans les services publics. Mais je voudrais, avant de pouvoir développer le contenu et les perspectives de cette réforme, revenir sur ce que nous comprenons dans le vocable de modernisation de l'administration, parce que c'est le thème central de cette édition du Salon de l'action gouvernementale. Et vous comprenez pourquoi je voudrais commencer par ces précisions conceptuelles. La modernisation, en réalité, se situe dans le champ de l'amélioration du contenu. Elle permet de passer de ce qu'on considère comme un stade inférieur à un stade supérieur. Et au niveau de l'administration publique, la modernisation vise généralement à prendre en compte, à adapter les différents composants de l'administration aux nouveaux besoins des usagers, aux tendances actuelles du contexte dans lequel l'administration évolue. Et sur le plan pratique, cette modernisation peut concerner 3 points. Il y a d'abord la modernisation qui concerne les modes d'organisation, c'est-à-dire comment est-ce que le service est réparti sur le territoire, comment est-ce que ces services sont structurés. Et nous avons donc ici des questions telles que celle de la délégation, celle de la déconcentration ou celle de la décentralisation. En second lieu, la modernisation peut concerner les modes de fonctionnement. Comment est-ce que le service est rendu, quelles sont les procédures qui sont déployées, quels sont les outils qui sont déployés pour rendre ces services. Et là, nous avons donc des idées comme celle de simplification, celle de numérisation, celle de digitalisation ou celle de dématérialisation. Dans un moment ou dans un autre, il s'agit de rendre le service plus accessible aux usagers. Enfin, la modernisation peut concerner les ressources. L'objectif ici est de mobiliser les ressources adéquates, que ce soit en termes de ressources humaines, de ressources financières, ressources matérielles, logistiques ou infrastructurelles, qui permettent une meilleure délivrance du service. Et là, nous avons donc des questions comme celle de l'optimisation des ressources, la rationalisation, le renforcement en qualité ou en quantité. S'agissant de la normalisation, elle permet de définir pour un produit ou alors pour un procédé donné les méthodes ou les spécifications de production. Ces spécifications sont définies par rapport aux besoins et ces besoins doivent avoir été au préalablement identifiés. C'est pour cela qu'elle constitue l'une des modalités de la modernisation, parce qu'elle permet d'établir et de restaurer la norme pour éventuellement mesurer la qualité ou la performance qui a été atteinte. Et là, je fais un peu un clin d'œil dans le langage politique où, généralement, lorsqu'on parle de normalisation, on envisage un retour à une situation d'ordre, ou alors la reprise en main d'une situation qui semblait être perdue. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre de la normalisation de la qualité du service dans l'administration publique camerounaise, qui, dans le cas d'espèce, a voulu passer le stade de l'élaboration et la vulgarisation des moyens de procédure et des guides usagers pour adresser une préoccupation importante qui est celle de la qualité de l'accueil des usagers dans notre administration. Et le point de départ de ce projet est une enquête qui a été menée en 2013 dans 47 administrations auprès des usagers et qui a révélé que, pour la plupart, le service public
ou alors la perception qu'on avait du service public était une perception globalement négative. Et je crois que le public ici et nos téléspectateurs ne me démentiront pas. L'idée que se font les usagers du service public est que l'administration n'a pas de personnes professionnelles pour accueillir. L'administration n'a pas toujours les moyens de donner des informations exactes, complètes et précises sur les prestations qu'ils fournissent, que l'administration n'a pas toujours des chartes de services qui définissent comment est-ce que le service doit être rendu, et le monnayage des prestations supposées gratuites est toujours monnaie courante dans certains services. Il est apparu donc qu'il fallait, dans le cas d'espèce, définir ce que l'on considérait comme étant la qualité minimale ou la norme pour définir l'accueil dans les services publics. Et cela s'est encore avéré plus nécessaire parce que certaines catégories sociales, notamment les personnes vivant avec un handicap, les personnes de certaines cultures, les personnes d'un certain niveau d'instruction ou des personnes appartenant à une certaine catégorie sociale avaient des difficultés à accéder à certains services publics. Or, nous savons que par essence, le service public doit être ouvert à tous. Un projet gouvernemental a donc été monté, porté par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce projet était dénommé « Projet d'appui à l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers ». Il a été mis en place avec le partenariat du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et l'appui technique de l'Agence des normes et de la qualité et le concours des administrations publiques concernées ainsi que de certains membres de la société civile. Il s'agissait à travers ce projet d'humaniser le service public en développant un outil de standardisation qui gère la question du contact entre l'usager et son administration. Et à l'issue de ce projet, une norme sur la qualité du service a été définie. C'est la norme 1756. Alors, cette norme définit ce que l'on considère comme étant les spécifications minimales auxquelles doivent satisfaire les services d'accueil, ou alors l'accueil dans nos services publics. Et la première spécification est celle de l'existence d'un dispositif d'accueil. Il faudrait que dans les administrations, il y ait un dispositif qui permette d'accueillir et d'orienter les usagers. La deuxième spécification est celle de la mobilisation d'un personnel dédié à l'accueil. L'image que renvoyaient certains de nos services était qu'à l'accueil, on avait un agent des forces de l'ordre, ce qui est déjà une image répressive pour l'usager qui vient accéder au service. La troisième spécification est celle de la délivrance d'une information complète sur le traitement des dossiers et les délais de traitement des dossiers. Donc que l'usager sache qu'en déposant sa demande ou sa requête ou son dossier, il peut attendre raisonnablement tel délai pour pouvoir obtenir son service. La quatrième est celle de la possibilité pour les usagers, en cas de satisfaction, d'avoir une instance de recours ponctuel. Donc quelqu'un vers qui ils peuvent s'adresser pour présenter leurs revendications. Enfin, la cinquième est celle de la transparence et de l'uniformité dans les coûts de prestations des services. Les prix des prestations doivent être affichés. Et là où il n'y a pas de prix affiché, on doit supposer que le service est gratuit. Et cette norme a donc été pour la tester, pour se rassurer qu'elle pourrait être implémentée dans l'administration. Elle a été testée dans 5 services, notamment la perception du Trésor de Ngouakélé, qui a la particularité de recevoir des personnels retraités, donc des gens d'un certain âge, le centre des urgences de Yaoundé, qui dans le domaine de la santé a la particularité de recevoir des malades en situation d'urgence médicale, avec des familles qui sont stressées. La troisième structure qui a également reçu à cet accompagnement est le Centre de formalité des créations des entreprises, pour faciliter la création des entreprises. Le quatrième, c'était le service des affaires consulaires au ministère des Relations extérieures. Et enfin, le dernier service qui a bénéficié de cet accompagnement est la sous-direction de l'accueil du courrier liaison Minfopra. Et cet accompagnement consistait en une formation, un renforcement des capacités du personnel, en un aménagement des espaces d'accueil et en une promotion de la culture de l'accueil dans ces administrations. On peut se rendre compte de ce que, quelques années après la clôture de ce projet,
il fallait avoir des éléments qui permettent de le pérenniser pour que l'initiative ne tombe pas, ne soit pas renvoyée au calendrier. Et c'est pour cela que les activités de renforcement d'imprégnation étaient organisées dans l'ensemble des ministères et même dans les services déconcentrés pour que cette culture de l'accueil soit suffisamment diffusée. Il a également été mis en place un dispositif d'accompagnement des administrations pour les aider à modifier leur dispositif d'accueil pour qu'ils soient conformes à cette norme 1756. Enfin, sur le plan de l'extension des bonnes pratiques capitalisées par cette norme, il a été question, dans les manuels de procédure qui sont désormais élaborés, de désigner des responsables qualité pour toutes les procédures qui sont définies. Il a envisagé également en perspective, à un horizon très bref, la publication d'un palmarès biennal qui renseigne sur le comportement des administrations par rapport à cette norme, par rapport à l'accueil des usagers, et la création d'un portail qui met en une page l'ensemble des services numériques, l'ensemble des services dématérialisés pour notre administration. Je voudrais terminer cette présentation en relevant que l'idée de l'introduction d'une démarche qualité dans l'accueil des usagers n'est pas nouvelle et que la création qui a été faite systématiquement en 2002 par l'érection des services d'accueil en sous-direction de l'accueil du courrier de liaison participait déjà de la normalisation de la qualité de cet accueil. Cette démarche va se poursuivre pour éviter que l'insatisfaction des usagers au contact de l'administration ne soit le ventre mou de notre administration et pour améliorer positivement la relation qu'il y a entre l'usager et l'administration. Nous avons d'ailleurs une petite phrase qui a été inscrite dans cette norme 1756 pour laquelle, je crois, le document vous a été distribué. Cette formulation est la suivante. Les agents publics dédiés à l'accueil des usagers doivent faire preuve de courtoisie en accueillant les usagers par un mot de bienvenue et en se séparant d'eux avec une formule d'usage. Ils doivent pouvoir communiquer en français et en anglais et savoir gérer les situations de crise. On ne devrait cependant pas négliger dans cette entreprise de modernisation de l'accueil au sein des administrations la pièce maîtresse du travail administratif qui est la ressource humaine. Elle est positionnée au front office à l'accueil, mais elle est aussi positionnée en back office dans le traitement des dossiers. Car en réalité, les agents publics sont au cœur du changement dans l'administration publique. Et pour paraphraser un auteur, je dirais que, au-delà du dispositif d'accueil, l'agent public est le cheval de base. Il doit être la mesure de la modernisation de notre administration. Je voudrais ainsi achever mon intervention et me mettre à la disposition des internautes ou des téléspectateurs et même du public ici présent pour pouvoir compléter les éléments qui seraient nécessaires pour la compréhension de cette norme 1756. Je vous remercie. Nous avons suivi attentivement, n'est-ce pas, la présentation de M. Jagadik, qui nous a fait le tour de ce que fait, n'est-ce pas, le ministère de la fonction publique en voir que, n'est-ce pas, le service public soit accessible, pour voir que, n'est-ce pas, les usagers, n'est-ce pas, reçoivent satisfaction, n'est-ce pas, de ces services. M. Jagadik nous a fait comprendre, d'abord il a défini, n'est-ce pas, la modernisation. Il a donné 3 points, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, mode d'organisation, normalisation. En même temps aussi, il nous a fait comprendre, n'est-ce pas, que le service public, n'est-ce pas, est réglé. Il y a eu la coopération avec le PNUD. Il a fait mention, n'est-ce pas, de la norme 1756. Il a aussi, n'est-ce pas, fait comprendre que certains ministères, certaines structures ont acheté, n'est-ce pas, l'idée de moderniser l'administration publique. Elles ont demandé, n'est-ce pas, l'accompagnement qu'ils ont eu et ils sont en train, n'est-ce pas, de travailler davantage sur ça. Après, M. Jagadik nous a parlé, n'est-ce pas, de l'évidence d'une information, traitement, n'est-ce pas, des dossiers dans le ministère, possibilité, n'est-ce pas, d'insistance, des recours. Il a aussi, n'est-ce pas, fait mention, n'est-ce pas, de la transparence, une conformité dans le prix, n'est-ce pas, de payer, n'est-ce pas, pour certaines prestations. En grosso modo, M. Jagadik nous a fait comprendre que
le ministère de la fonction publique est en train de travailler, n'est-ce pas, au jour le jour, pour, n'est-ce pas, le service, n'est-ce pas, soit rendu de manière vraiment équitable, de manière transparente. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que vous avez bien suivi. Et je pense que sans perdre, n'est-ce pas, de temps, on va passer, n'est-ce pas, à monsieur, le représentant de Minas, s'il est là. Monsieur Rodolphe Sceaux, qui est conseiller pour technique sa présentation. numéro 2 au Minas. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité de pouvoir apporter modestement des éléments contributifs du ministère des Affaires sociales dans le cadre de la mouvance, la modernisation de l'administration publique et de l'humanisation du service public. Nous allons intervenir spécifiquement sur l'angle d'une cible que nous connaissons tous, les personnes handicapées. Et par rapport à cela, il faut déjà dire qu'est-ce que la personne handicapée? C'est véritablement une réalité polymorphe. Lorsqu'on dit personne handicapée, on voit l'individu qui a des problèmes et on pense que c'est lui le problème. Il faut donc qu'on s'assure qu'il puisse s'adapter au système qui est mis en place. Pourtant, il est établi que l'individu, il naît avec des déficiences. Ça peut être physique, sensorielle, intellectuelle, etc. Mais c'est dans l'interaction avec l'environnement que le handicap se crée. Donc le problème n'est pas l'individu qui a une déficience, le problème c'est l'environnement qui n'a pas pris en compte, n'est-ce pas, les spécificités de cette personne. De manière simple, lorsqu'une personne est sur fauteuil roulant ici, s'il veut accéder à cette estrade, lorsqu'il roule sur le tapis, il n'a pas de problème, c'est son fauteuil roulant. Mais s'il veut accéder à l'estrade, il rencontre l'escalier, le handicap se crée. Donc, ce sont les barrières, les obstacles environnementaux qui sont la source du handicap. Et nous comprenons qu'il y a un changement de paradigme depuis que le Cameroun est entré depuis 1975, à faire du handicap non pas une question purement médicale, mais une question sociale et environnementale. Donc, on comprend que désormais, il faut travailler, certes, sur l'individu pour accroître ses capacités qui sont limitées du fait d'une déficience, mais surtout et davantage travailler sur l'environnement. L'enfant aveugle qui va à l'école, il arrive, mais l'environnement scolaire n'est pas disposé à l'accueillir. L'enseignant, il ne sait pas comment communiquer avec lui. Le sourd, même chose. Alors, avec l'éducation inclusive, on change la charge, n'est-ce pas, du changement. Il est question que l'environnement scolaire puisse se muter pour être capable d'accueillir tous les types d'apprenants. Donc, c'est cette perception du handicap qui est consacrée par la loi camerounaise du 13 avril 2010 et par les conventions internationales. Maintenant, au Cameroun, le substrat de l'action qui est menée repose sur la volonté politique affirmée au plus haut sommet de l'État. Je vais citer le chef d'État qui, lors de son discours inaugural de son septennat en 2011, disait « Tous ensemble, sans discrimination de quelque nature que ce soit, nous pouvons mieux, nous devons résolument transformer le Cameroun en un pays qui offre à tous des opportunités égales d'épanouissement, bref, un pays de bonheur de tous et de chacun. » C'est cette vision d'inclusion sociale. Il ira plus loin, du général au particulier pour tomber sur le handicap. En 2018, lors de sa prestation de serment, il disait qu'il s'engage à consacrer tous ses efforts pour, je cite, lutter contre l'exclusion, notamment par une meilleure protection des personnes vivant avec un handicap. Nous voyons donc qu'il y a une réelle volonté politique de créer des conditions pour l'inclusion sociale ou socio-économique des personnes handicapées. Maintenant, pour ce qui est des personnes handicapées, la problématique liée à la fonction publique, elle peut se situer à plusieurs niveaux. Déjà, par rapport à l'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi. Et nous verrons que sur ce plan, au niveau du ministère des Affaires sociales, il y a des actions qui sont menées en amont, avant l'emploi.
Parce que si on veut avoir accès à un emploi décent, il faut déjà qu'on ait pu aller à l'école. Il faut déjà qu'on ait pu avoir une formation professionnelle qualifiante pour accéder, n'est-ce pas, à des postes de responsabilité. Donc, avant même ce stade de l'emploi, il y a des actions qui sont menées par le ministère des Affaires sociales en amont, dans le cadre de la facilitation de l'accès à l'éducation. Chaque année, les services sociaux procèdent à des placements scolaires. On a au moins 3000 placements scolaires chaque année, des enfants handicapés ou des enfants nés de parents handicapés et indigents. Nous avons des actions d'appui pour le paiement des frais de participation aux examens officiels. Nous avons des lettres circulaires avec le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur, etc. Nous savons qu'au niveau des universités, il y a des exemptions de frais universitaires qui sont accordées par les municipes aux personnes, aux étudiants handicapés. Il y a des actions d'accompagnement psychosocial de ces élèves à l'intérieur des expériences scolaires, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou le supérieur, parce qu'il y a des services sociaux à l'intérieur de ces structures. Donc, il y a tout l'appui à l'éducation, des facilitations d'accès à l'éducation, et actuellement, le ministère de l'Éducation de base a créé 69 écoles inclusives, pilotes, sur l'ensemble du territoire, qui essayent de pouvoir créer des conditions favorables pour faciliter l'accès des personnes handicapées à l'éducation, par des curricula adaptés, par le renforcement des capacités des enseignants, pour leur permettre d'être capables de communiquer avec l'ensemble des apprenants, etc., etc. Il y a aussi des actions d'appui à la formation professionnelle qui sont menées. Et dans ce cadre, le ministère dispose des centres de réhabilitation à l'intérieur desquels il y a des ateliers de formation professionnelle adaptés pour les personnes handicapées. En dehors de tout ce qui est fait au niveau du MIGEC, avec des centres multifonctionnels de promotion de la jeunesse, au niveau du ministère de la formation professionnelle, tous ces centres de formation professionnelle qui sont créés. Donc il y a des opportunités et des actions sont menées pour s'assurer de l'adaptation, n'est-ce pas, des curricula et des méthodes d'apprentissage. Si c'est une personne handicapée qui a des problèmes de préemption, il écrit très lentement du fait de son handicap, la loi prévoit qu'il y ait l'augmentation du temps de composition, le tiers-temps, etc. Donc c'est des mesures particulières pour permettre que de manière équitable, ces personnes puissent compétir, pour pouvoir être à mesure d'avoir la chance, n'est-ce pas, d'accéder à la fonction publique. À côté de ces mesures de dispense d'âge, qu'il faut le dire, est une mesure de justice sociale. Parce qu'en réalité, si vous prenez un enfant qui naît aveugle, nous on a le bic et la feuille, on écrit. Lui, il lui faut une tablette, un papier braille, un poinçon. Et c'est au moins à partir de 7 ans qu'il est capable d'utiliser cela. Vous voyez le retard qui, du fait de sa déficience, s'impose à lui dès le départ. Donc, lorsqu'on accorde une dispense d'âge, c'est une mesure de compensation, une mesure de justice sociale. Sinon, lui sera hors course lorsqu'il aura fini ses études, il ne pourra pas accéder à l'emploi. Voilà par rapport à la dispense d'âge. Il y a une autre mesure particulière, c'est la préférence dans le recrutement. La loi dit à qualification égale, préférence est donnée à la personne handicapée. Alors, c'est là où parfois il y a des problèmes. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre qu'une personne handicapée, si on prend le cas d'un concours direct, qu'il ait un bac comme l'autre, et que lui, il puisse être mis de côté, et l'autre soit préféré à lui. Vous comprenez que le parcours de la personne handicapée est un parcours assez difficulteux. Déjà, avec le handicap visuel, si on prend ce cas, pour passer du primaire au secondaire, à l'université, c'est un parcours de combattant. Alors si au terme de ce parcours, parce qu'il paye d'abord plus cher que les autres, à la fin, il se retrouve sans emploi, vous comprenez que même pour le parent, ce n'est pas pour l'encourager à investir davantage dans la personne handicapée. Donc, il y a un arsenal de mesures qui sont prises pour faire en sorte qu'on facilite au maximum l'accès des personnes handicapées à l'emploi de manière équitable. Mais il y a aussi des personnes qui travaillent déjà et qui peuvent devenir handicapées par la suite. C'est la question du retour à l'emploi. Lorsque vous travaillez, vous devenez handicapé, maintenant, la loi prévoit une disposition qui est l'adaptation du poste de travail. Vous avez été handicapé parce que vous avez un accident. Maintenant, après 6 mois ou 1 an, vous revenez. Il faut pouvoir prendre des dispositions pour l'adaptation du poste de travail lié à son handicap, le poste qu'il avait, ou à défaut, une reconversion à un autre poste de travail. Mais aussi, en dehors de ces mesures, il y a aussi des mesures liées à l'environnement de travail. L'environnement de travail doit être
de manière à pouvoir faciliter notamment l'accès des personnes handicapées. C'est tout le problème de l'accessibilité aux infrastructures, édifices publics, qui reste encore un défi et un challenge. La loi dit que tous les nouveaux édifices que l'on construit, publics ou ouverts au public, doivent intégrer, n'est-ce pas, les aménagements pour faciliter l'accès des personnes handicapées. C'est une obligation de la loi. Nous savons que la plupart des bâtiments ont commencé à épouser cela et que les anciens bâtiments, selon la loi, lorsqu'il y a une rénovation importante, on doit intégrer ces aménagements. Et le ministère des Affaires sociales joue un rôle de veille par rapport à cette question. Des circulaires ont été signés avec des circulaires conjoints avec les MINMAP, les MINTEP et les MINDU pour pouvoir mettre en place un dispositif pour faire en sorte que dans les marchés publics, que les thèmes de référence dans les DAO et autres intègrent, n'est-ce pas, la prise en compte de l'approche handicap. Nous pensons que c'est des efforts qui doivent être faits, pas seulement par rapport à l'État, mais par rapport à l'ensemble de la communauté. Et il y a aussi ce problème, par rapport à l'environnement du travail, le problème de l'acceptation. Parce que quand une personne handicapée arrive dans le contexte de l'emploi, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stigmatisation. Parce qu'on se dit, mais un aveugle, bon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? On va l'utiliser à quoi? Comment faire pour pouvoir lui permettre de mettre en valeur son talent? Et je dois vous le dire, il y a une expérience pilote qui a été lancée comme ça, et il y avait un membre du gouvernement qui avait interpellé mon ministre pour lui dire, mais vous nous proposez de recruter des aveugles, c'est pour faire quoi? Et sur cette base, le ministère des Affaires sociales a élaboré une monographie sur les métiers accessibles aux personnes handicapées par type de déficience. Parce qu'on s'est rendu compte que la réticence des employeurs n'est pas liée au refus ou au rejet. Très souvent, c'est lié à la méconnaissance de comment pouvoir capitaliser et travailler avec ces personnes. Certains ne peuvent pas imaginer que si vous voulez recruter, n'est-ce pas, quelqu'un pour la bureautique, pour travailler sur l'ordinateur, vous gagnerez à recruter un aveugle. Pour certains, c'est incroyable. Mais pourtant, ce serait le choix idéal. Il suffit que vous ayez un aveugle. Il faut pour cela un logiciel qu'on appelle Joyce. C'est un logiciel, n'est-ce pas, de synthèse vocale. Un logiciel parlant. Avec ce logiciel, si vous êtes un employeur privé, je prends un exemple rapidement. Un employeur privé, vous pouvez recruter quelqu'un pour saisir, etc. Alors, si vous le prenez, vous allez investir 500 000 francs de plus pour mettre le logiciel, mais le handicap a ceci, qui est un phénomène de compensation. Ce que l'on perd dans un sens, ça décuple les capacités des autres sens. Donc, un enfant qui est né sans bras, avec ses pieds, il pourra écrire, manger, se laver, etc. C'est ça le potentiel du handicap. Donc, un aveugle, vous allez investir 500 francs de plus, c'est vrai. Mais il est capable de vous produire 1,5 fois par jour ce que produit le valide. Parce qu'il a une grande capacité de mémoire, il n'est pas distrait, il est concentré, etc. Et vous voyez que si vous investissez 500 000, en quelques mois, vous aurez récupéré et dans le temps, vous allez gagner. Donc, cette monographie vise à capaciter les potentiels employeurs pour que ça leur permette de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler avec les personnes handicapées, quels sont les domaines dans lesquels les aveugles excellent le plus, les sourds, les manteaux, etc. Les manteaux, il y a des domaines où ils sont excellents, où ils produisent des œuvres que même Shakespeare, je veux dire, comment on l'appelle, celui qui était grand producteur des arts. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport au handicap. Et pour chuter, il y a un autre élément, et le dernier, c'est les services d'action sociale. Il y a une révolution silencieuse qui s'est opérée en 2004. J'ai fait le clin d'œil au SPRA avec de nouveaux organigrammes après la réforme de 2004. Le chef de l'État a permis la création au sein de toutes les administrations publiques d'un service de l'action sociale. Est-ce qu'on a justement compris quelle était la volonté? Le chef de l'État voulait que l'administration cesse d'être un monstre froid. On veut le rendement, oui. Mais est-ce qu'on s'intéresse au problème de la personne, de l'individu? Quelqu'un qui vient de chez lui, qui a des perturbations conjugales, familiales, sociales, cela va se répercuter sur son rendement. Quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise est dans un environnement stressant, un environnement où il y a du mouchardage, un environnement où il y a de la haine, de la violence. Comment peut-il être performant? Donc, le service d'action sociale, voilà un regard nouveau. Et nous pensons qu'il y a eu récemment, avec le concours de la fonction publique, un atelier de renforcement des capacités des services d'action sociale, parce qu'on a élaboré au niveau social un cahier de charges de ces services d'action sociale, et nous pensons qu'avec le SPRA, on va arriver à remodéliser ces services d'action sociale pour que véritablement l'usager, comme
l'employé, le service public, soit à même de donner le meilleur de lui-même, car cette ségrégation sociale, c'est un outil de performance de nos administrations. Voilà, nous voulons dire qu'en réalité, l'inclusion sociale est un élément fondamental pour qu'on aille vers un développement durable, vers la cohésion sociale, vers la stabilité. Et je crois que nous gagnons tous à promouvoir cette inclusion. Je vous remercie. Thank you for that presentation. We have listened very carefully to what he has said, and he started by defining who is a handicapped person. And he said it is not the person who is handicapped, but the environment, the society. He went further to say that it is not a medical problem. There's a problem of mentality. And that there is a political will to see that persons who live with an handicap are taken care of and they can live too like any one of us. So, and he even cited the head of state who has many declarations that tend to give, a lot of importance, a lot of weight to the treatment of persons with a handicap. And he went on to tell us exactly what has been happening in the Ministry of Social Affairs, where he says that many measures have been put in place to see that, the level of handicapped persons is raised up so they too feel like anybody in the society. And this has been done through training, through education, and with accompaniment. Because if you don't accompany the handicapped persons in what you have put in place, they might not realize the fruit of what has been done in the ministry. He talked of professional support and then adaptation of the rules and regulations to meet up their needs. He talked of the measures that are put in place for employment, like dispensation of age. Recently, the Prime Minister head of government signed an arrêté, saying that persons living with handicap should be exempted from certain, like age issues in concours, and at times even payment of, registration fees. He went ahead to say that structures have been constructed which take into account handicapped persons. Because you can't imagine that somebody who is living with a handicap, maybe he hasn't got his 2 legs working, to come to the Ministry of Public Service, or that ministry to seek for public service. It might become a bit difficult. So structures have been put in place to take care of this situation, so a handicapped person too can have access to public service despite the constructions that are in place. And he said that the reject of handicaps is due to lack of knowledge. People don't understand exactly the subject, they don't understand what it all entails. So he said this lack of knowledge is causing a lot of problems, and he believes that maybe with time, these people come to understand and they will treat handicapped persons differently. And he talked of the service or relations social services which have been created to take care of that situation. And he talks of an inclusive treatment, that social inclusion, so that everybody will be taken into account in the country, and they will move as one person in emergence by 2035. Thank you very much. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci aux premiers intervenants pour la qualité de leurs exposés. Vous aurez des questions tout à l'heure venant du public. La suite, c'est avec nos partenaires qui sont fidèles. On commence par une page en couleur et puis on vous donnera la liste de quelques-uns de ces partenaires qui sont mobilisés depuis le lancement de ce SAGO. Le Cameroun, une terre d'opportunités. Pour garantir l'attractivité économique, sociale et culturelle des territoires, les pouvoirs publics, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les acteurs du secteur privé et les populations sont condamnés à agir ensemble. Sous l'impulsion de la communauté urbaine de Kribi, participez au Salon des acteurs économiques et du développement local SAEDEL du 3 au 11 décembre 2022 à Kribi, au bord de l'océan Atlantique. Profitez de 10 jours d'échanges, de partenariats, d'expositions et de visibilité de votre savoir-faire. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 6 77 88 63 22 ou cliquez sur www.saedel.cm. Salon des acteurs économiques et du développement local. Ensemble vers l'émergence.
répondu à l'appel de cette 11e édition AMH Consulting Group SARL, qu'on remercie grandement, le ministère de l'Éducation de base, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministère des Marchés publics, la Cameroun Water Utilities Corporation Camwater, l'École nationale d'administration et de la magistrature, l'autorité portuaire nationale, la Caisse autonome d'amortissement, la société Nguanzu Innoftech International Trading SARL, le ministère des Travaux publics, la Société immobilière du Cameroun, l'ASIC, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. On pourra ajouter le Fonds spécial d'équipement d'intervention intercommunale, le FECOM, qui sera en conférence juste après cette première conférence. Vous aurez également l'agent de régulation des marchés publics, le ministère de la Communication, la Société de presse et d'édition du Cameroun, la SOPECAM, bien évidemment représentée. On va prendre avec Monsieur le Directeur général le dernier intervenant de cette conférence publique. Thank you very much. Nous allons prendre, n'est-ce pas, le troisième intervenant. C'est le représentant de la délégation générale à la Sûreté nationale. Vous avez la parole. La délégation générale à la Sûreté nationale, qui est représenté par le commissaire de police principal, Juste Maxime Ndié. Il est chef de la section de défense de l'État et assistance en justice, la DGSN. Commissaire. Thank you very much for Mr. Director General for giving me the floor. And before I want to greet everybody here, il a été demandé à la délégation générale en cette occasion de la 11e édition du Salon de l'action gouvernementale, édition 2022, d'exposer sur le thème intitulé « La modernisation de la sécurisation des documents d'identité et la vidéosurveillance ». Nous voulons dire à ce propos que la délégation générale à la Sûreté nationale n'est pas restée en arrière en ce qui concerne les besoins de modernisation de l'administration publique camerounaise. C'est pour cela qu'elle a engagé un certain nombre d'actions, notamment la modernisation du système d'identification sécuritaire au Cameroun, bien évidemment la mise en place d'un système de vidéosurveillance sur toute l'étendue du territoire. S'agissant de la modernisation du système d'identification sécuritaire au Cameroun, il est à relever que situé à la croisée des espaces géographiques en Afrique centrale, le Cameroun est prédisposé à subir les effets pervers de la dissémination de l'insécurité des pays voisins. En effet, le contexte sécuritaire national connaît depuis l'année 2015, comme vous le savez tous, une dégradation consécutive à la résurgence de l'insécurité dans certaines régions du pays, à la multiplication d'actes terroristes perpétrés par la secte islamiste Boko Haram dans la partie septentrionale, ainsi que par les groupes sécessionnistes armés dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. À cela s'ajoutent les formes de criminalité transfrontalière telles que la traite des êtres humains, le trafic de la drogue, le trafic des armes légères et de petit calibre, l'immigration clandestine, la cybercriminalité et bien évidemment le cyberterrorisme. La prise en compte de ces préoccupations sécuritaires a donc amené la délégation générale à repenser perpétuellement sa politique de sécurisation du territoire national d'une part et de la nationalité camerounaise d'autre part. Il est donc question de présenter les différentes évolutions du système de sécurisation de l'identité camerounaise, l'impact de ce système
dans le quotidien des populations, ainsi que les réformes en cours initiées par la délégation générale dans ce domaine. En outre, il passe également en revue l'action de notre administration dans le déploiement sur l'ensemble de notre territoire du système de vidéosurveillance depuis près de 4 ans. S'agissant de l'évolution du système d'identification sécuritaire au Cameroun, la DGSN s'est résolument engagée dans le processus de réalisation et de mise en œuvre d'un système d'identification sécurisé des personnes physiques. En 1994, à travers la signature d'un contrat de partenariat avec le groupe Thales multinational, elle a mis en place le système SENAC, entendons le système de sécurisation nationale de l'identité, qui s'est étalé en 2 phases, à savoir le système SENAC 1, destiné à la production du format en carton des cartes nationales d'identité. Beaucoup ont connu les anciens formats, et c'est ce système 1 qui a procédé à la production de ce format-là. Ce système qui, à terme, n'offrait toujours pas de garanties stables pour la sécurisation de la nationalité camerounaise, a abouti à la mise en place du système SENAC 2, dédié à la production des cartes nationales d'identité informatisées. Cependant, la technologie étant essentiellement évolutive, et nonobstant les prémices des solutions offertes, le système SENAC 2 a également présenté des imperfections, conduisant l'État du Cameroun à mettre en place un système d'identification sécuritaire informatisé et biométrique. La DGSN va donc signer en 2015 un contrat de partenariat avec le groupe Gemalto relativement à la fourniture et la mise en place d'un nouveau système d'identification sécuritaire pour le Cameroun. Ce système a pour objectif principal la production des titres identitaires sécurisés et infalsifiables, notamment la carte nationale d'identité, la carte de séjour, la carte de réfugié, la carte professionnelle des fonctionnaires de la Sûreté nationale, la carte de retraité pour les personnels de la Sûreté nationale admis à faire valoir leur droit à la retraite, avec une possibilité d'ouverture aux autres administrations. Par ailleurs, le décret numéro 2016-375 du 4 août 2016 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité dispose en son article 2 que la carte nationale d'identité est un document en polycarbonate plastifié et sécurisé établi sur fond préimprimé selon la norme ISO-CI 7810 sous le contrat ID1. Elle est informatisée, biométrique, personnelle et contient une puce électronique. L'inauguration le 6 août 2016 du Centre national de production des titres identitaires, en abrégé CNPTI, a concrétisé la mise en œuvre d'un système de production des cartes nationales d'identité aux spécificités ci-après. Une puce électronique contenant les informations sur l'état civil de son détenteur et pouvant être actualisée en tant que de besoin par les services de police compétents en fonction de l'évolution de son casier judiciaire. Son caractère infalsifiable, c'est pourquoi elle intègre, cette CNI, elle intègre 2 empreintes digitales pour lutter contre le vol d'identité
ainsi que les usurpations, et permet l'accès sécurisé des usagers aux services du e-commerce. Son interopérabilité, il interagit avec les systèmes des opérateurs de téléphonie mobile. La détection des cas de double identité ou même triple identité. Dans un point de presse d'ailleurs, accordé le 8 janvier 2021 sur les antennes de la CRTV, ici présente, et en réponse à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une campagne dénommée « Je veux ma CNI », le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale informait le grand public de ce que plus de 3 millions de Camerounais vivent en situation de double identité. Une situation quasi irréversible pour ces derniers d'obtenir une nouvelle CNI, car le système actuel ne reconnaît que la première identification comme authentique. La facilitation, je voulais dire, des enquêtes judiciaires, notamment les informations biométriques à l'instar des empreintes digitales présentes sur les scènes de crime pourront être comparées à celles enregistrées dans le fichier central pour identifier les présumés auteurs des crimes de délit. Enfin, l'instauration d'un système d'identifiant unique qui est attribué à chaque demandeur de la carte nationale d'identité lors de son premier enrôlement, de sorte qu'à sa deuxième demande, il est facilement identifié par ce numéro. Dans l'optique de consolider cet acquis, le chef de l'État a d'ailleurs créé en 2016 un centre national de production des titres identitaires qui, en réalité, constitue l'organe opérationnel de la DGSN chargé d'implémenter la politique de sécurisation de la nationalité camerounaise. Ce système a conduit la DGSN à mettre en place également une batterie de mesures visant à moderniser le service public rendu aux demandeurs de CNI. À cet égard, les comptes WhatsApp ont été créés à travers les numéros 6 93 30 23 55 et 6 95 70 62 91 par lesquels il est désormais possible pour un usager de connaître la position de son titre identitaire ou bien de sa demande de titre identitaire. De même, un site internet www.dgsn.cm.titre identitaire ainsi qu'un numéro vert, c'est-à-dire d'utilité publique, 1550, a été dédié au même service et mis sur pied. Cette démarche vise principalement à limiter les affluences dans les unités de police et d'informer l'usager sur la conduite à tenir lorsque son titre ou sa demande de titre est en cours de production ou est produit ou est suspendu ou pour d'autres diverses raisons. Dans le même ordre d'idées, des campagnes d'identification sont organisées par les agents du Centre national de production des titres identitaires dans les localités non pourvues de postes d'identification. C'est le lieu de rappeler que la DGSN dispose en moyenne de plus de 280 postes d'identification et 50 postes mobiles qui sont opérationnels et répartis sur l'ensemble du territoire national. S'agissant de la poursuite des réformes relatives à la modernisation du système identitaire, il faut relever que le train des réformes ne se limite pas aux acquis. C'est pourquoi la présidente de la République a instruit le DGSN de poursuivre les réflexions dans le sens de faciliter davantage l'accès des usagers à la carte nationale d'identité.
tout en gardant le niveau de sécurité actuel calqué sur le système actuel de délivrance des passeports biométriques. Il permettra à l'usager d'obtenir sa CNI avec plus de célérité. En effet, il est désormais question de mettre en place un système entièrement dématérialisé, comme celui des passeports, et dont les éléments de sécurité seront davantage renforcés. Abordant actuellement le système de vidéosurveillance qui a été mis en place au Cameroun, il faut dire que dans l'optique de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux prises des phénomènes du terrorisme, de la grande criminalité et du désordre urbain, la DGSN a obtenu le très haut accord de la présidence de la République pour la mise en place d'un système de communication de 4e génération et de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire. Le système de vidéosurveillance en question fait partie intégrante du projet Ville intelligente, qui prend également en compte les composants de radiocommunication, les data centers, la téléprésence et le centre d'appel d'urgence adossé sur un réseau de transport par fibre optique. Au terme de l'approbation de la phase pilote du projet, le 7 août 2014 par la présidente de la République, la DGSN, en partenariat avec le groupe Huawei, ont lancé la première phase du dit projet en 2018. Cette phase en cours de finalisation a consisté en l'installation d'une centaine d'antennes relais sur l'étendue du territoire, à la construction du Centre national de commandement de la vidéosurveillance de Yaoundé, qui a été inauguré tout récemment, l'année dernière, au déploiement... Au centre secondaire de Douala, tous dotés de centres de données, au déploiement de 1500 caméras de surveillance dans les chefs-lieux de région et dans quelques villes frontalières, et au déploiement de 2100 émetteurs-récepteurs de 4e génération dans les unités et services de police. Bien évidemment, la deuxième phase consistera à l'extension du Centre national de la vidéosurveillance, à l'intensification des zones de couverture du réseau de 4e génération de la vidéosurveillance de la première phase, à l'extension du système de reconnaissance faciale et des plaques d'immatriculation, à la construction et mise en service des centres régionaux de la vidéosurveillance. Sur le plan opérationnel, les centres de commandement de la vidéosurveillance disposent de 2 mécanismes de traitement des données sur la criminalité recueillies des caméras de surveillance, à savoir le mécanisme d'alerte pouvant provenir soit des opérateurs du centre de commandement, soit des unités de police via la radiocommunication. Deuxièmement, un mécanisme de traitement des réquisitions subséquentes aux plaintes éventuelles des usagers enregistrées dans les unités de police judiciaire et de sécurité publique. Nonobstant certaines difficultés, entre autres liées aux actes de vandalisme des populations, le système de vidéosurveillance a fait montre d'efficacité lors de l'organisation des Coupes d'Afrique des nations de football féminines et masculines sur le territoire camerounais. Nous pouvons relever, entre autres, l'aménagement dans chaque stade de compétition d'une salle de commandement dédiée à la vidéosurveillance. Par ailleurs, le système de vidéosurveillance continue de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Nous pouvons, entre autres, relever la gestion du conflit interethnique opposant les communautés Mousgoum et Arabes Choua, la gestion de certaines manifestations publiques, ainsi que la résolution des enquêtes, la diligence des enquêtes judiciaires. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre intervention. Le représentant de la délégation générale reste disposé à
répondre à vos questions s'il y en a. Merci encore. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Voilà, je vous remercie, monsieur le représentant de la DGSN, pour cet exposé très exhaustif. Bon, il a commencé par nous dire que la DGSN n'est pas en reste, n'est-ce pas, dans les réformes pour pouvoir moderniser, n'est-ce pas, l'administration publique camerounaise. Il a dit que compte tenu, n'est-ce pas, de sa situation dans la zone, le Cameroun est susceptible d'être, n'est-ce pas, un pays, n'est-ce pas, où il y a trop de criminalité transfrontalière. C'est pour ça que les mesures ont été prises pour sécuriser, n'est-ce pas, certains documents, n'est-ce pas, personnels. Il a aussi parlé de vidéosurveillance qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, couvre tout l'ensemble du territoire national. Il a aussi, n'est-ce pas, nous fait comprendre que les cartes d'identité, n'est-ce pas, sont aujourd'hui informatisées et sont biométriques. Il nous a édifié sur des actions que mène la DGSN sur, n'est-ce pas, tous les documents, n'est-ce pas, d'identification de toutes sortes. Pas seulement, n'est-ce pas, les cartes d'identité, il y a beaucoup d'autres documents, n'est-ce pas, d'identité que la DGSN sont en train, n'est-ce pas, de voir comment ça pourrait être sécurisé. Il a porté mention de la création d'un centre, n'est-ce pas, par le chef de l'État, centre, n'est-ce pas, de production de cartes d'identité. Il a passé, n'est-ce pas, à nous dire ce que la DGSN fait, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du territoire, même ici à Yaoundé, pour sécuriser, pas seulement, n'est-ce pas, les personnes, même les villes. Parce qu'avec les vidéosurveillances, n'est-ce pas, les villes sont sécurisées. Et c'est maintenant très difficile, n'est-ce pas, que les voleurs, n'est-ce pas, peuvent peut-être faire des choses et passent inconnues. Mais avec les vidéosurveillances, n'est-ce pas, si quelqu'un fait quelque chose quelque part, c'est facile, n'est-ce pas, de le repérer et, n'est-ce pas, de mettre les mains, n'est-ce pas, sur la personne. Bon, vous avez suivi exactement, n'est-ce pas, cette présentation. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de vous donner les détails. Et je pense que à ce moment, nous devons passer, n'est-ce pas, à la 4e présentation. Mais compte tenu que la personne n'est pas là, je ne sais pas, Malheureusement, le ministère des Travaux publics n'est pas représenté. Monsieur le directeur général, on vous dira merci pour cette première partie. Merci d'avoir joué les journalistes. On découvre cette autre casquette, monsieur le directeur général. Merci infiniment. On va tout à l'heure prendre quelques questions-réponses, notamment qui vont nous permettre de comprendre davantage ou d'apprécier davantage ce qui a été dit pendant les exposés. Le secrétariat permanent à la réforme administrative qui nous apprend que la politique d'humanisation de l'accueil est en marche de ce côté. Il y a d'ailleurs quelques administrations témoins qui montrent qu'il y a un travail de fond est fait de ce côté-là, sachant que l'accueil a souvent été le ventre mou de l'administration publique dans notre pays. Vous avez appris également du côté du ministère des Affaires sociales les efforts qui sont menés à partir de la formation jusqu'à l'accès à l'emploi et l'accès aux édifices publics. Quelques témoignages dans l'exposé du représentant du ministère de l'administration, ministère des Affaires sociales tout à l'heure, et puis la DGSN qui nous apprend que nos cartes nationales d'identité là ont désormais une puce avec double empreinte et tous les avantages technologiques qu'on peut imaginer, et que malheureusement on est encore 3 millions de Camerounais vivant en situation de double identité. On comprend pourquoi parfois on n'a pas souvent la possibilité de retirer nos cartes nationales d'identité avec la nouvelle technologie qui est déployée de ce côté. On respire et on prend quelques questions dans la salle. Cameroon, a land of opportunities. To guarantee the economic, social, and cultural attractiveness of our communities, government authorities, in collaboration with the decentralized territorial communities, stakeholders from the private sector, and the populations are bound to act together. Under the impetus of the Kribi Urban Council, participate in the Economic and Local Development Stakeholders Fair, SIDEL, from the 3rd to the 11th of December 2022 in Kribi on the shores of the Atlantic Ocean. Take advantage of 10 days of discussions, partnerships, exhibition, and visibility of your know-how. For more information, contact the event management firm Mon Communicateur on 677-886322 or click on www.sidel.cm. Salon des acteurs économiques et du développement local. Ensemble vers l'émergence.
Voilà donc le micro est à qui veut le prendre dans la salle. Monsieur, vous en casquette, vous présentez rapidement, vous posez votre question. Prenez le micro. Oui, bonjour, bonjour cher monsieur et chère dame. Moi, c'est monsieur Steve Mbassa, je suis entrepreneur et informaticien industriel. Bon, j'ai assisté à la première conférence de Minifopra, et étant donné que c'est un service qui englobe un peu tous les Camerounais, puisque particulièrement sur la fonction publique. Allez à la question, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, je voulais demander le mécanisme que le représentant du ministère a dit pour se plaindre en cas de mauvais accueil, lorsqu'on n'a pas un dossier, lorsqu'on n'a pas le service. Et deuxièmement, je m'intéresse particulièrement sur le cas des retraités, des pensions retraites, des éléments, ces gens qui, jusqu'à aujourd'hui, malgré les mesures prises, n'ont pas encore abouti, effectivement, puisque je prends le cas qui le concerne, depuis 7 ans aujourd'hui, on suit un même dossier qui a complètement été établi, toutes les pièces déjà détaillées et déposées en place. Mais jusqu'à présent, il y a des services... Depuis 7 ans, un dossier concernant les retraités, ça n'a pas avancé. Vous demandez pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Merci, on a retenu cela. Vous noterez la question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, envoyez le micro. Il est juste derrière vous. Je suis Marie-Célestine Autou, chargée des relations publiques au sein de Softlight. Le responsable du secrétariat permanent à la réforme administrative a dit quelque chose de très important. L'agent public est le cheval de base. Donc, toute cette organisation formidable ne devrait pas rester lettre morte, parce que changement rime avec dérangement. Il y a 2 types de changements. Il y a le changement nécessaire et le changement volontaire. D'accord, la question. Voilà. La question est qu'est-ce que toutes les administrations publiques ont l'intention de faire pour qu'effectivement les changements soient acceptés par le cheval de base qu'est l'agent public. Merci. Le secrétaire permanent est en place. Vous êtes interpellé par la première série de questions. On va commencer peut-être par la dernière. Qu'est-ce qui est fait pour intéresser et implémenter de façon globale ces changements? Merci Jean-Jacques. Je remercie les 2 intervenants qui manifestent un intérêt évident aux activités du ministère de la fonction publique et de la fonction administrative. Je vais être bref s'agissant de la dernière préoccupation, celle de Madame Marie-Célestine Autou, qui demandait ce qui est fait pour que le changement soit accepté par les agents publics. On n'invente pas la roue, il y a des modalités qui sont faites. La première chose, c'est que certains changements sont initiés par les agents eux-mêmes. Donc, ils participent au changement eux-mêmes. Donc, ça fait qu'ils ont cela dans leur gène. C'est facile. La deuxième chose est que lorsque le changement leur est imposé ou vient de l'extérieur, on procède par un renforcement des capacités ou alors par une sensibilisation pour que les éléments du changement ou les données soient appropriés, soient intégrés dans les modes. Mais vous savez également que pour certains cas de résistance, il y a un principe qui est celui de ce que l'agent public doit se conformer à un certain nombre d'exigences. Donc, dans le cas où il continue de développer des réticences, il y a éventuellement le volet de la sanction qui peut être mis en place. Peut-être, Madame Autou voulait signaler que malgré ce que vous avez mis en place dans les services publics, on ne ressent pas cela. Les agents publics semblent ne pas obéir. C'est pour cela que j'ai terminé en évoquant la modalité de la sanction qui peut intervenir directement par les supérieurs hiérarchiques ou qui peut intervenir à travers les autres organes que l'État a mis en place pour réprimer les comportements déviants. Pour notre Monsieur Ngassa, le premier intervenant, il a sollicité les mécanismes de recours. Alors, d'après la norme 1756, les mécanismes de recours, les responsables de recours sont désignés pour chacune des procédures. Donc, on indique pour telle procédure, voilà la personne
auprès de laquelle il faudrait s'adresser en cas de satisfaction. Et je voudrais maintenant évoquer le cas de retraite que vous avez signalé. Alors, il faudrait qu'une fois pour toutes, on comprenne que les retraites sont déconcentrées. Depuis 2012, chaque administration gère la liquidation des droits des agents qui sont placés auprès d'elle. Donc, lorsque vous parlez de 7 ans, il faudrait identifier dans quelle administration ou de quelle administration relevait la personne dont l'acte de mise à la retraite est en naissance depuis 7 ans. Et le cas échéant, vous pouvez donc, l'autorité de recours général, c'est l'inspection générale de chaque administration, l'inspection générale des services, qui a, de par l'organisation institutionnelle, l'autorité pour pouvoir veiller au respect des procédures dans les administrations. Donc, lorsque vous n'avez pas l'indication sur le responsable qualité, vous pouvez vous adresser aux inspections générales des différentes administrations et je crois que vous allez obtenir satisfaction. Très bien, merci. Peut-être avant de quitter l'estrade et qu'on prenne la seconde série de questions, vous dites que vous expérimentez par exemple l'humanisation de l'accueil dans 5 administrations. Est-ce que ce n'est pas très faible? La phase des 5 administrations était une phase pilote. Aujourd'hui, et c'est pour cela que nous avons annoncé le palmarès qui sera publié. Nous avons procédé à la vulgarisation de la norme et toutes les administrations qui ont été saisies, les 37 administrations, les 37 départements ministériels qui ont bénéficié de cette appropriation, ont commencé à implémenter la norme. Maintenant, nous voulons... Il y a toujours les policiers à l'accueil. Alors aujourd'hui, vous allez remarquer que les policiers sont un peu plus en retrait dans cette administration. Ils sont beaucoup plus pour jouer leur rôle, qui est un rôle de sécurisation des sites. Et avec la crise du Covid et certaines menaces sécuritaires, il y a par exemple la détection des métaux qui est faite à l'entrée, qui ne participe pas de l'accueil de l'orientation. C'est une activité de sécurité. Donc les policiers doivent être là pour assurer cette fonction-là, mais ils ne sont pas là pour accueillir et orienter les usagers. Peut-être qu'il y a souvent confusion de rôle. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, rapidement. On est pris par les contraintes de temps. Monsieur, aidez la dame à passer le micro. Vous avez une question pour le secrétaire permanent ou il peut s'asseoir? Non, ce n'est pas pour lui. Allez-y. Ce n'est pas sa question, s'il vous plaît. Moi, Senghang Chouja, consultant, auditeur. Pourquoi le délégué général à la Sûreté nationale n'a pas encore réalisé le projet Ville intelligente, vidéosurveillance dans les villes de tension au Cameroun, le Nozo, l'extrême nord? Très bien. Est-ce que le projet Ville intelligente n'a pas encore été implémenté dans les villes considérées comme les villes de tension? C'est lui qui a le mot. Il sait exactement de quoi il parle, mais il parle de l'extrême nord ou dans le nord-ouest, sud-ouest. Est-ce que le projet est déjà implémenté là-bas? Merci pour la question. Comme nous l'avons relevé dans notre exposé, il s'agit d'un projet pilote qui est en cours d'extension. Bien évidemment, la DGSN se déploie en fonction des moyens qui lui sont donnés et aussi en fonction de la situation sécuritaire. Nous ne pouvons pas... Il y a déjà la vidéosurveillance, pour ceux qui ne le savent pas, dans la ville de Boya, dans la ville de Bamenda. Et nous l'avons relevé que l'extension consistera à mettre en place cette vidéosurveillance dans les chefs-lieux de département. Donc, c'est progressif. Nous ne pouvons pas faire au-delà des moyens qui sont mis à notre disposition. Mais le chef de l'État, comme vous le savez bien, dans sa sagesse, il prend toutes les dispositions pour mettre en place progressivement et de manière définitive ce projet qui lui tient à cœur. Et vous avez dit, entre parenthèses, qu'il faut plus de moyens. Plus de moyens, monsieur. Le chef de l'État vous écoute. Effectivement. Qu'il renforce les moyens. Et il le fera. Merci beaucoup. Est-ce qu'une dernière pour ne pas avoir... Merci. Là, juste à côté. Madame. Bonjour à tous.
Moi, c'est Christabel Kili. Je suis communicatrice, mais je me suis spécialisée dans la communication humanitaire. Donc, je travaille avec des ONG. Et ma question va à l'endroit du responsable du MINAS. Je parle ici en tant qu'actrice de l'organisation de la société civile qui travaille pour des handicapés dans le cadre de l'éducation inclusive. Donc, on abat vraiment un plaidoyer, un long plaidoyer là-dessus. Et ma question est précisément comment faire pour entrer en partenariat avec le MINAS, puisque déjà chaque année, on vous dépose des rapports d'activité FADEC. Vous les déposez déjà au ministère? Oui. Vous avez souvent un retour? On vous répond souvent? Non. Et vous demandez comment faire pour être en partenariat avec le MINAS? Merci. Merci bien. Très rapidement, il faut dire que le ministre des Affaires sociales a développé ce qu'on appelait l'entrepreneuriat social pour encourager toutes les initiatives privées à apporter leur concours dans la réalisation des missions d'inclusion sociale et d'accompagnement social des personnes vulnérables. Je pense qu'en réalité, si vous avez déposé votre dossier, c'est au ministère des Affaires sociales. Ce que je peux dire, c'est que vous pouvez vous rapprocher de nous tout à l'heure. Nous allons vérifier et très rapidement, nous pourrions vous dire ce qu'il en est. Mais en réalité, si vous avez déposé un dossier, vous allez avoir un récépissé. Après, à partir du récépissé, au niveau du courrier, vous avez toute l'information du courrier central, puisque c'est informatisé. On peut vous dire où se trouve votre dossier et ça peut vous permettre de savoir s'il y a des difficultés éventuelles. Mais je m'engage à vous apporter le soutien pour qu'on puisse avoir la situation tout à l'heure. Merci. Alors, lorsque vous exposiez tout à l'heure, on a vu le monde parfait, là où la personne handicapée est totalement aux anges, au niveau de la formation, l'éducation et même l'accès à l'emploi. Est-ce qu'il y a deux mondes finalement, le vôtre et celui de la réalité des handicapés? Non, il faut dire qu'en réalité, le Cameroun ne saurait être un Eldorado pour les personnes handicapées. Mais il faut dire aussi que lorsqu'on compare dans la sous-région, Afrique centrale et même en Afrique, le Cameroun est l'un des pionniers. Actuellement, je ne l'ai pas dit, le centre des handicapés, si vous y allez, vous verrez que l'année dernière, le chef d'État a consenti un prêt de près de 20 milliards pour la première phase. Donc on est en train de révolutionner complètement l'environnement qui permet de capaciter les personnes handicapées à la base. Il y a tout un autre grand centre qui est conçu au niveau de Maroua. Certains faisaient 1400 km venir à Yaoundé pour la rééducation. Et il y a un certain nombre d'actions qui sont menées pour permettre que, de manière beaucoup plus dans la proximité, à travers la décentralisation, que les communes soient capacitées avec des transferts monétaires, mais aussi des transferts de compétences techniques pour permettre que les personnes puissent avoir un accompagnement de proximité. Et il y a aussi un déploiement de plus en plus grand des services sociaux au niveau des services opérationnels. Alors, le problème semble être celui de la communication. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a encore vu les handicapés malvoyants manifester. Oui, tout à fait. Nous avons cette opportunité. En réalité, c'est depuis plusieurs mois que nous travaillons avec ces personnes handicapées qui, du fait d'une mesure qu'ils ont estimée être une violation de la loi, ont organisé ce qu'ils appellent le collectif des aveugles indignés du Cameroun. Je dois dire qu'en réalité, depuis nous travaillons avec eux, ils ont plusieurs récriminations. L'une des récriminations était cette dispense d'âge qui a été obtenue en mai dernier. Ils ont d'autres préoccupations que nous sommes en train d'examiner avec le MINFOPRA, de certains journalistes aveugles qui apparemment auraient été recalés alors qu'ils étaient admissibles. Je crois qu'avec le MINFOPRA, il est en train d'examiner. Et je dois dire que là-dessus, nous l'avons dit, que la présidence de la République a donné des instructions au ministre de la Fonction publique, avec copie au MINAS, pour qu'on puisse examiner leur cas. On leur a dit, ils sont plus de 300. Mais vous voyez, ils sont environ 10-15. Ils se constituent comme un noyau dur pour vouloir donner l'impression que... Il y a toujours les leaders partout. Voilà. Et je pense que nous les suivons, nous les accompagnons. Il faut démentir ici tout ce qui a été dit dans les réseaux sociaux,
qu'ils ont été violentés, qu'on a cassé leur canne. Nous étions présents à toutes les étapes au commissariat. Personne n'a été gardé à vue. Ils sont en liberté et nous assurons que leurs revendications trouveront une réponse favorable. Monsieur Rodolphe Sow, merci. Merci à tous les intervenants. Ils méritent des applaudissements, mesdames et messieurs. La journée va se poursuivre avec tout à l'heure l'intervention du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FEICOM. Vous aurez également le BUNEC, le Bureau national de l'état civil. Ce que nous allons faire avec le public, monsieur le directeur général, c'est de demander au public de rester pratiquement en place parce qu'on va rapidement enchaîner avec le FEICOM. Les questions de gestion communale en période de décentralisation sont fondamentales. Je sais que vous avez des préoccupations. Merci à vous pour ce travail d'appui. Merci au public et aux téléspectateurs.